Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être en notre compagnie ce dimanche 1er mai, fête du travail. Nous travaillons avec vous et vous nous suivez, ça nous fait plaisir. Merci d'avoir suivi tout à l'heure le duel. Nous enchaînons tout de suite avec le plateau de l'hebdo des éditorialistes. Ils sont déjà autour de moi, nos éditorialistes, nos collègues qui ont choisi de partager ce dimanche le plateau avec nous. Je commence par Achille Oussou. Achille, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien, Achille. Merci d'être là. Merci Achille pour votre invitation. Oussou, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et éditorialiste à Guérit TV Monde. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Très bien. Serge Avidjamé, bonjour. Théodule, bonjour, bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de rédaction du quotidien L'Affiche du Jour. Tout Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir partagé. Très bien. Grégoire Dansou, bonjour Grégoire. Bonjour Monsieur Théodule. Merci d'être là. Grégoire Dansou, directeur de publication du quotidien, le grand quotidien. Merci d'être là. Tout de suite, nous enchaînons. Le principe de l'émission reste le même. N'oubliez pas, téléspectateurs, vous avez envie de participer à cette émission, donner votre avis, réagir par rapport aux interventions, des propositions, oui. Envoyez un message WhatsApp au numéro affiché déjà à l'écran. Le numéro qui est affiché à l'écran vous permet donc de réagir, de participer à cette émission. Nous allons commencer par Monsieur Dansou. Grégoire, quelle est l'actualité qui vous a marqué cette semaine? Merci beaucoup. Vous savez, l'actualité, elle a été plus ou moins riche, surtout un gros sujet, la rencontre du chef de l'État ou du gouvernement avec les partenaires sociaux, les secrétaires généraux et des collaborateurs ont eu cette rencontre avec le chef de l'État pour discuter surtout de l'affaire salaire, si je peux le dire ainsi, ou de l'augmentation, ou de tout ce qui se tourne autour de la rémunération. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est la réaction du chef de l'État par rapport à une rumeur qui circulait il y a quelques jours, et à savoir une proposition de loi des députés pour accorder une pension aux parlementaires, sinon aux députés. C'est vraiment un sujet qui m'a marqué. Et quand on voit la réaction du chef de l'État qui va un peu avec la réaction du peuple quand l'annonce a été faite. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ceci? J'ai vu un chef de l'État qui a été obligé de dire ouvertement les sujets qu'il estime qu'il n'aborde pas dans ces circonstances. Il a introduit en disant que je n'ai pas l'habitude d'aborder ces sujets dans ces circonstances, mais quand même, il me plaît de dire quelques mots. Le chef de l'État a fait observer qu'accorder une pension aux députés, que ça va contre la morale. Il a dit clairement. Et pour lui, la fonction politique est une parenthèse et que chaque individu qui se fait une place au Parlement, sinon à l'Assemblée nationale, a déjà une fonction, vit de quelque chose, que ce soit du secteur privé ou bien soit du secteur public, et donc doit chercher la retraite, sinon l'assurance de la retraite par ces voies-là, et non par la voie de la fonction politique, et qu'il martèle bien, est une parenthèse dans la vie. Ça m'a vraiment séduit, cette manière de voir les choses. Il a dit qu'en voulant accorder cette pension, on risque d'aller vers anciens maires, on a déjà dit anciens députés, anciens peut-être directeurs de cabinet, anciens tout et tout. Mais il fait observer qu'accorder quelque chose pour la retraite à un ancien président de la République, par exemple, au président d'institution, par exemple, que ça se lit parce que un ancien président de la République ne peut pas devenir un clochard du jour au lendemain parce qu'il a quitté ses fonctions. Il ne faut pas qu'il soit du jour au lendemain mendiant. Je pense que c'est raisonnable. Je pense que c'est raisonnable. Il a insisté surtout qu'il ne s'agit pas d'un projet de loi. Donc l'initiative ne demande pas du gouvernement. Mais que c'est les députés, parce que la loi le permet, notre loi fondamentale dit que l'initiative de loi, c'est concurremment à la type des députés et du gouvernement. Donc c'est les députés cette fois-ci qui ont concocté cette proposition. Il a dit qu'ils vont le faire savoir et qu'en son temps,
ils vont dire, les députés vont pouvoir expliquer au gouvernement, ils pensent trouver les ressources où pour supporter ces pensions-là. Maintenant, s'ils arrivent à expliquer, d'accord. Maintenant, s'ils comptent sur le gouvernement n'a pas les ressources. Je pense que le chef de l'État vient de trancher par rapport à sa position définitivement. Parce que, comme on le dit, la vie, c'est les moyens. Et au-delà de tout, quand on parle de pension, on parle de l'investissement, on parle des ressources. Et les ressources, c'est le peuple. Très bien. Et nous sommes un pays essentiellement fiscal. Très bien. Merci à vous, M. Zansou. Merci. Serge Avidjemé, votre avis sur cette réaction du président de la République qui émet déjà des réserves par rapport à ce projet de pension, de retraite aux anciens députés? Je crois que c'est légitime pour le chef de l'État d'émettre des réserves. Quand moi j'avais appris déjà lors de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2022 à l'Assemblée nationale, j'ai appris qu'il y a une telle proposition de loi concernant une pension qui serait allouée aux députés. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça encore dans cette République? Et j'avais émis le souhait que cette proposition de loi soit jetée à la poubelle. Pour qu'on n'en entende plus parler. Et donc, je crois que le chef de l'État est dans cette logique. Parce qu'on ne peut pas rester dans une République où des personnalités, fut-elles anciens députés ou anciens maires ou anciens, en tout cas tout ce que vous savez comme anciens, vont vouloir dire que nous avons besoin de pension. Non, c'est pas, la fonction politique n'est pas une fonction administrative qu'on exerce, qu'on prend une retraite. Je suis désolé. Donc le chef de l'État, je suis d'accord, pour une dernière fois, je suis d'accord avec lui, qu'on ne pourrait pas, au grand jamais, encore voter une proposition de loi pour dire qu'on veut des pensions. Parce que quand on le fait, il y a l'incidence. L'incidence est claire. Il faut d'abord retourner depuis les députés de la première mandature du renouveau démocratique depuis 1991 et faire la liste de tous les députés depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ce que l'incidence que ça a, alors que nous parlons de l'augmentation des salaires pour les fonctionnaires, nous parlons des aspirants, parce que ça me tient à cœur cette affaire d'aspirants. Nous parlons des aspirants, nous parlons de la cherté de la vie, nous parlons de beaucoup de choses. Et donc pour moi, c'est légitime. Mais quand je finis de dire que c'est légitime, je voudrais dire également, ou faire une vertu et dire que les députés ont raison. Hein. Je vais faire l'ironie de dire qu'ils ont raison de faire cette proposition de loi parce que nous sommes dans une république où on ne connaît pas, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas combien qui gagne dans la république. Et quand c'est comme ça... Vous êtes sûr qu'on ne sait pas qui est qui, combien on gagne dans la république? Vous connaissez le salaire du chef de l'État? Vous connaissez le salaire de ses ministres? Vous connaissez le salaire des députés? Mais c'est vous qui n'êtes pas informé. Moi, je ne suis pas informé. En tout cas, moi, je suis allé sur la page. Je suis allé sur la page du gouvernement. Je n'ai pas vu. Alors, allez sur la page en tout cas, de la présidence sénégalaise, de la présidence ivoirienne, de la présidence togolaise. Pourquoi est-ce que c'est au Bénin qu'on cache ça à la population? Je crois que c'est légitime pour le chef de l'État, vous voyez, de refuser cela parce que ça, c'est du n'importe quoi. Mais quand on finit de dire ça, je voudrais également dire qu'il faudrait également faire connaître aux populations ce que chacun gagne dans la République. C'est légitime. Achille Oussou, votre réaction par rapport aux réserves émises par le chef de l'État en ce qui concerne en fait, la pension à octroyer aux anciens députés? Je crois que les collègues sur le plateau ont dit déjà l'essentiel par rapport à la réaction du chef de l'État. Il faut reconnaître que l'initiative de cette loi qui consiste pour les députés à voter une loi qui institue désormais une pension pour les anciens députés de la République du Bénin est une fausse loi. Une loi qui n'est pas sous-tendue par l'intérêt public. Parce qu'en tant que représentant du peuple et par les temps qui courent, lorsque vous reconnaissez vous-même que le peuple que vous représentez est en train de souffrir, que la vie coûte excessivement cher et qu'il est difficile pour le Béninois
lambda d'arriver à joindre les deux bouts aujourd'hui, il est important donc qu'on compatisse à la douleur donc de ce peuple-là qu'on représente, à défaut donc de trouver les moyens, de trouver le mécanisme nécessaire pour arriver à lui réduire les peines. Alors donc, par rapport à ça, je crois que le chef de l'État a écouté la voix du peuple, parce que à l'annonce donc des préoccupations que les députés ont énumérées pour être abordées pendant cette session, je crois que par rapport à cette proposition de loi, il y avait déjà donc beaucoup de réactions sur la toile. Pratiquement dans tous les forums, on entendait les critiques aller dans tous les sens, sur les radios et sur les télévisions. En tout cas, les Béninois n'ont pas caché leur impression par rapport à cet état de choses. Et le chef de l'État, je crois, a eu son oreille dans l'opinion publique et a entendu donc le cri du peuple, la désapprobation du peuple par rapport à cette proposition. Et je crois que le chef de l'État a bien fait d'avoir pris fait et cause pour le peuple, et surtout lorsque l'on conjugue cette proposition de loi avec aujourd'hui la vision du président de la République et de son gouvernement de rationaliser les dépenses publiques, il va de soi quand même que tout le monde apporte quelque chose. Et je crois que ce serait ce sacrifice-là qu'on demanderait à nos députés, et donc de retirer cette initiative-là qu'ils pensaient donc prendre pour servir leur intérêt, alors qu'ils étaient appelés à servir l'intérêt du peuple. Très bien. Oui, une réaction par rapport à l'intervention de Serge. Est-ce que vous êtes informé, vous avez une idée de ce que gagnent les responsables, les autorités de ce pays, à commencer par les ministres et tout? Je ne sais pas. Mais ça a été quand même bien connu. Pendant longtemps, j'ai entendu Serge dire tout au moins que les préfets de ma république, de sa république, donc notre république du Bénin, sont à 5 millions environ par mois. Je ne parle pas des préfets. Un instant, Serge. Et je crois aussi que Serge a toujours dit que les ministres aujourd'hui ne devaient pas se plaindre parce qu'ils ont été mis à l'abri du besoin, et que normalement on ne devait plus entendre qu'un ministre a détourné, a fait de la prévarication sous les cieux de la République du Bénin. Et lorsque c'est ça, je crois qu'on devrait féliciter l'effort du chef de l'État à mettre, à régler définitivement un problème, parce que moi j'ai toujours dit qu'on nous avait caché les bonnes informations. On nous avait caché les bonnes informations parce qu'on déclarait un préfet à 1 500 000 francs le mois, alors qu'en fait le préfet a une caisse noire de plus de 15 millions par mois qui doit tourner, dont il ne rend pas compte. Enfin, lorsqu'on fait la somme, lorsqu'on conjugue les deux, lorsqu'on fait la somme, vous voyez qu'ils étaient à près de 20 millions le mois. Donc, c'était les informations que le peuple n'avait pas. Aujourd'hui, c'est encore mieux qu'on nous dise qu'un ministre est à 5 millions, qu'un ministre est à 7 millions, qu'un ministre est à 10 millions, et nous le savons officiellement, et nous savons qu'ils n'ont plus la possibilité de détourner les données publiques, que de rester donc dans cette hypocrisie-là qui ne nous permet pas donc de connaître officiellement les choses. Je crois, que formuler peut-être une demande pour être bien informé de comment les choses se passent sous les cieux au Bénin. Donc je crois que c'est de son droit de demander les informations, et que si ces informations peuvent être mises sur la place publique, ce serait quand même tant mieux pour qu'on finisse avec les éventuels doutes autour donc de cette préoccupation. La réaction de M. Danso par rapport à cela, vous avez l'information, les salaires de tout ceci a été publié. Vous en savez quelque chose, M. Danso, avant qu'on continue? Il me plaît de répondre pas, non. Parce qu'il y a une différence entre rumeurs et information. Nous devons faire la différence entre rumeurs et information. Et lorsque nous avons des documents sur la toile un peu partout aujourd'hui, c'est un peu difficile de certifier ces informations tout de suite quand ça ne vient pas de sources officielles.
Et comme l'a dit le confrère, on aurait voulu effectivement que ce soit sur le site du gouvernement, par exemple, que ce soit une information connue de tous, parce que même comme vous l'avez dit, même si un ministre de la République gagne dans le système où nous sommes actuellement, gagne même 25 000, ce n'est pas exagéré. Il s'agit d'un ministre de la République. On peut penser que qu'est-ce que lui est en train de dire, mais que c'est 25 millions. Mais on a dit 25 millions. Si en gagnant les 25 millions, il colle la paix au marché public, il colle la paix à des 10%, à tout ça là, et tout évolue normalement dans l'administration, je pense que c'est mieux que de dire que non, le ministre gagne 5 millions, ou bien non, le ministre gagne 2 millions seulement, mais que par des magies, le ministre se retrouve avec 150 millions à la fin du mois, et qu'il construise dans toutes les voies de Cotonou, de Porto-Novo, etc. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut rendre l'information, que l'information vienne d'une source officielle et que ce soit disponible à plein temps pour les Béninois. Très bien. Nous allons continuer. Permettez, oui, vous avez, en fait, c'est juste une réaction. Je suis d'accord, je dois très rapidement parce que nous avons d'autres sujets à évoquer. En fait, ce n'était pas le sujet. Je suis d'accord, Écoutez, je vais faire une caricature. Très rapidement, en 15 secondes. Nous sommes 4 ici, plus ceux qui sont dans l'ombre. On me prend comme le chef d'une tontine ou bien d'une administration. C'est moi qui définis le salaire, je vous paye le salaire, mais vous ne savez pas. En tout cas, on s'est entendu, vous ne savez pas ce que je gagne. Alors que c'est une cause commune. Vous m'appellerez comment? Vous allez m'appeler comment? Je ne veux pas dire le mot, mais que chacun puisse savoir dans la République que, au moins, moi je ne suis pas contre, comme l'a dit le confrère, que le ministre gagne 5 millions. C'est encore mieux qu'on sache que le ministre gagne 30 millions, 50 millions, que le chef d'État gagne 100 millions, qu'on le sache que de ne pas savoir combien il gagne. Parce que ça là même, ça ne nous donne pas confiance. Et je crois qu'on va y revenir tout à l'heure. Le SG de la CSTB l'a révélé lors de la rencontre avec les syndicalistes, dit il ne sait pas et que c'est une inquiétude pour lui. C'est pas normal qu'on ne sache pas combien gagnent nos autorités dans la République. Très bien. Ça, c'est un problème. Merci beaucoup. Nous allons rester avec vous, Achille Roussou. Vous avez voulu qu'on s'intéresse à la rencontre que le président de la République a eue avec les responsables syndicaux. Vous êtes interrogé, est-ce de l'enfumage ou une bonne perspective, Achille? Oui, mais lorsque on écoute aujourd'hui l'opinion, lorsqu'on lit un peu les réseaux sociaux, lorsqu'on met l'oreille dans le monde des travailleurs, c'est à croire que la rencontre a accouché d'une souris ou que ça a été un marché de dupes. Mais en fait, moi je crois quand même qu'il y a de bonnes perspectives. Il y a de bonnes perspectives pour 2 ou 3 raisons. La première raison, je crois d'abord que le sujet a été évoqué par le chef de l'État lui-même. C'est une promesse venant de lui. Et je crois que ça n'a jamais été une demande des travailleurs, quand bien même on savait quand même que la vie coûtait de plus en plus excessivement cher et que le gouvernement est conscient de ça parce que le chef de l'État lui-même est revenu sur ces causes-là comme les motifs qui pouvaient justifier aujourd'hui une certaine augmentation de salaire. Et il faut dire après cela que puisque c'est une promesse du chef de l'État, l'autre chose est que le chef de l'État appelle les partenaires sociaux à venir donc pour être informés du travail qui a commencé par être fait dans ce sens-là par rapport aux propositions, par rapport aux réflexions qui peuvent sous-tendre donc cette augmentation. Et donc, lorsque nous mettons les deux ensemble, je pense quand même que c'est un chantier qui est en train d'être avancé. C'est un chantier sur lequel le gouvernement travaille et les partenaires sociaux, à défaut donc de faire des propositions avec quand même eu l'information que ce n'est pas un dossier classé et que le gouvernement ou l'exécutif est en train de travailler sur la chose pour que un de ces jours on ait du concret et que cela impacte réellement la vie de tout travailleur. D'abord, et c'est le troisième argument. Aujourd'hui, je crois que c'est définitivement classé et que le SMIC a augmenté. Donc, ceux qui travaillent dans le privé peuvent commencer par espérer que d'ici à là, que quelque chose sera fait pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, et je crois que lorsque le chef de l'État dit
qu'on va travailler donc à d'abord corriger l'indice, en fait, améliorer la vie du travailleur en corrigeant l'indice, en améliorant à partir de l'indice, c'est déjà qu'on appelle une bouffée d'oxygène pour le travailleur, surtout pour le travailleur qui n'est plus actif, le retraité, qui n'est plus là, et qui est à la maison, et qui apprend que, bon, en tout cas, si Dieu le prête vie, d'ici à là, quelque chose sera fait pour qu'on lui reconnaisse tout ce qu'il a fait pour faire avancer ce pays. Alors, donc, et que, au-delà de ça, que le chef de l'État annonce qu'il aura un sursalaire, une amélioration des salaires directs, en fait, de ceux qui sont encore actifs, de ceux qui travaillent sur le terrain. Alors, ça veut dire que on peut espérer, on peut dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et moi, tout regrouper les décisions qui ont été prises. Je crois quand même que novembre n'est plus loin. On a attendu déjà, depuis janvier, on était dans l'expectative. Aujourd'hui, la rencontre a eu lieu. Le chef de l'État a annoncé qu'en novembre, qu'il y aura une nouvelle rencontre. Je crois qu'à cette rencontre, les choses vont suffisamment avancer et qu'on arriverait, même calculatrice à la main, chaque travailleur derrière son petit écran de télévision, après la rencontre, pouvait donc déjà commencer par calculer pour voir le sursalaire, qu'est-ce que ça fait dans sa vie, qu'est-ce que ça peut apporter pour impacter positivement son quotidien. Très bien, merci. Et Serge, votre avis sur la rencontre syndicat, Patrice Talon, responsable syndicaux, bonne perspective, enfumage? Je suis resté sur ma soif ou sur ma faim, ça dépend du bon français. Je suis resté, en tout cas, je n'ai pas été satisfait de cette rencontre. Vous vous souvenez, mon cher ami Théodule, que le 23 janvier dernier, date mémorable pour moi d'ailleurs, il y a un de nos confrères, un certain Rontondi, j'ai oublié son nom rapidement, qui était assis à la place de Achille. Je lui disais ce jour-là que tout ce qu'il avait fait comme débat, analyse, n'était que de l'eau versée sur le dos du canard, et que je ne suis pas très sûr que le bout du tunnel soit déjà très proche pour les travailleurs. Toujours, il n'a pas été entendu, il a semblé justifié. Aujourd'hui encore, je retrouve un autre confrère en face de moi qui nourrit des espoirs. C'est la même position. Celui qui nourrit des espoirs va mourir en chemin. Écoutez, on a dit... Vous pensez que cette personne mourra en chemin? Écoutez, du moment où vous n'avez pas encore touché ce que vous voulez, quel espoir vous nourrissez? Parce que quelqu'un nous a déjà dit dans ce pays, les promesses politiques n'engagent que ceux qui croient. Exactement, aujourd'hui nous sommes dans une promesse, en tout cas financière, elle n'engage que ceux qui y croient. Moi je crois que c'est bien que le chef d'État rencontre les responsables syndicaux, ça c'est très normal et pour ça je suis très d'accord. Mais quand vous entendez les résolutions, on sent qu'il y a encore un goût d'inachevé, qu'il y a encore des choses à faire et à pas faire. Quand on annonce par exemple que pour le SMIC, qu'on va passer de 40 000 à 52 000, c'est une très bonne nouvelle. Mais quand on dit après que c'est en novembre qu'on peut commencer par appliquer cela, tant dans le public que dans le privé, et qu'on nous dit, on pose des conditions. Parce que c'est là où moi j'ai été déçu. On pose des conditions et qu'on nous dise par exemple que... En fait, pas, de façon générale, sinon au cours de la réunion, ça n'a pas été formel. Écoutez, que ça sera fait forcément dans le privé. Chaque les privés auront le temps de réajuster en fonction de... Voilà. Bon, dans le public d'ailleurs. Oui. On s'en tient d'avoir cela. Et quand on pose des conditions pour dire que ce serait fait à condition que la Covid ou bien la crise russo-ukrainienne ne persiste pas. Écoutez, personne n'a obligé le chef de l'État à faire une promesse. Non, je le dis, je le répète aujourd'hui, personne ne l'a obligé à faire une promesse. Le 29 janvier, on parlait des gouverneurs pour dire que le bout du tunnel est approche. Non. Parce que quoi? Vous vous souvenez, lors d'une rencontre précédente avec les responsables syndicaux, le chef de l'État disait à son ministre des Finances, M. Romain Wadahi, que le gap est déjà presque atteint pour que les responsables syndicaux puissent obtenir leur augmentation. Le gap là est passé par où? C'est très important. Donc aujourd'hui,
Moi, je pense que c'était une rencontre de trop. Le chef de l'État pouvait nous économiser son temps pour faire autre chose pour la République que d'aller rencontrer des gens pour faire des annonces éphémères. Parce que pour moi, ce sont des annonces éphémères. On n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Les gens sont sortis déçus. Moi, j'ai eu des secrétaires généraux qui m'ont dit, bon, à part ce qui est communicationnel, je crois que c'est un offre où vous parlez, nous sommes déçus. Et on lisait cela dans leurs propos, dans leur voix et dans leur visage, et c'est désolant pour nous. Très bien. Oui, M. Dansou, votre réaction par rapport à ça? Merci beaucoup. Oui. Je remercie les confrères qui ont donné leur avis sur le sujet. Je pense que le débat est à un niveau où ce sont des techniciens qui doivent parler désormais. Parce que, tel que moi, je connais le chef de l'État dans ses fonctions, un monsieur issu du secteur privé, il ne parle pas le langage politique lorsqu'il s'agit de ces questions-là. Moi, je sais même que j'estime même que cette affaire d'augmentation du SMIC n'est pas la volonté du chef de l'État. Dit que nous augmentons le SMIC, ça peut-être, c'est le travail des techniciens. Le chef de l'État, celui qui est issu du privé, avec la petite expérience que moi j'ai dans l'entrepreneuriat, ne va pas proposer ça. Parce que la question, il ne s'agit pas de dire on augmente le SMIC. Les 40 000 là, il y a des employés déjà qui ne sont pas payés à 40 000. Moi, j'emploie des gens, je sais combien je leur paie. Mais ce n'est pas de cœur joie que c'est comme ça. Même l'État emploie des gens qui ne sont pas à 40 000. Déjà. Mais s'il y a même des agents de sécurité qui travaillent, qui même font garde-vélo, gardiennage dans des ministères, dans des directions départementales, et qui sont à 25 000 ou bien qui sont à 30 000, ils ne sont pas encore à 40 000. Encore qu'ils ne sont pas sur le Voilà, donc cette affaire... Oui, voilà, ceux-là, ils ne sont pas sur le registre national. Évidemment, mais ils travaillent dans le secteur public d'une manière ou d'une autre. Parce que quand ils quittent à la maison, ils disent « Naya, Zomeboa ». Et c'est de ça ils vivent. Et donc, si ceux-là ne sont pas encore à 40 000, peut-être ce n'est pas de cœur joie que l'employeur paye un salaire dérisoire. On est à Cotonou, on sait combien coûte le loyer, on sait combien coûte la vie d'une manière ou d'une autre. Mais quand on le fait comme ça, c'est des conditions d'abord de l'investissement, comment les gens trouvent les marchés, ils accèdent au marché, est-ce que la compétition est libre? C'est de ces questions-là qu'il faut débattre vraiment avec des créateurs d'emplois ou bien les créateurs de richesses. C'est là le sujet, c'est là effectivement que la question ne se situe pas de dire, on dit le SMIC est désormais à 52 000. On le dit. Mais est-ce que c'est possible de l'appliquer? Je pense que c'est là que le chef de l'État a dit, sinon c'est là qu'il a été dit, mais à condition que les situations changent. Si le chef de l'État, en disant ça, c'est sa façon d'être pragmatique, d'être réel. C'est pourquoi je le respecte quand on dit le chef de l'État est issu du secteur privé. Et quand il y aura des gens comme ça, il n'y aura plus du bavardage inutile autour des chiffres. Parce qu'il regarde, mais est-ce qu'avec la situation actuelle, on va dire, bon, augmentons les salaires. On risque d'arriver à un niveau donné où il y aura un mois où on ne pourra pas payer. Donc, ce n'est pas de faire la magie, de faire de l'incantation pour dire qu'on augmente désormais. Donc, en disant, attendons novembre ou bien attendons décembre pour voir comment les chiffres vont évoluer, on ne peut pas prédire. On n'avait pas prévu, et du moins, la crise de Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On ne savait pas qu'on serait là. La poussée du terrorisme, c'est arrivé comme ça. Quand les autorités, et diverses autorités, ont justifié sur les médias que la crise actuelle est due à la guerre en Ukraine, à la poussée du terrorisme ou à la Covid-19, les gens ont dit mais que c'est des arguments farfelus. Or, dans la réalité, même si nous observons de très proche, il y a du terrorisme au Burkina Faso, et les gens n'arrivent pas même à produire, ils viendront chez nous d'une manière forcée et ramasser les produits et partir, ça va créer des crises chez nous. Donc, c'est tous ces paramètres-là réunis qui ont fait que les autorités ont dit, sinon le gouvernement a estimé que, voilà, nous parlons des formalités administratives, on a pris une décision. Si les conditions changeaient, on peut appliquer. C'est mon analyse. Très bien. Merci à vous. Oui, Achille a certainement quelque chose à ajouter. Oui, mais je voudrais dire, à la suite de la belle analyse du confrère M. Dansou, dire que nous devons nous devons apprendre à changer nos mentalités au Bénin. Parce qu'il y a quelque chose qui nous hante et qui nous fait très mal. En fait, ce qui nous fait mal, c'est cette philosophie du Sotiadoucha.
C'est-à-dire on veut gagner En même temps. en même temps. On ne sait pas attendre. Et ça fait que on n'a pas développé la culture de la patience. exactement, c'est ce que je voudrais dire, la culture de la patience. En un mot, deuxièmement, cela fait que nous ne savons pas faire confiance donc à la parole publique. Nous pensons que, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Serge Abidjemé, qu'il faut être vivant pour gagner. Voilà notre philosophie. C'est du vivant qu'il faut gagner. Tout porte à croire que demain on va mourir. Alors, et je voudrais finir pour dire que j'avais dit tout à l'heure que l'augmentation ou l'amélioration du salaire des travailleurs du Bénin est une promesse du chef de l'État lui-même. Et en tant que tel, on n'a rien demandé. Et puisqu'on n'a rien demandé, pourquoi nous sommes maintenant pressés à obtenir ce qu'on n'a pas demandé? Voilà le problème fondamental. On nous a promis, on nous a fait une promesse et c'est nous qui sommes maintenant pressés à obtenir ce qu'on n'a pas demandé. Donc, si on devrait faire une bonne analyse, c'est au lendemain du vote de la loi des finances 2022 que le chef de l'État a fait son discours à l'Assemblée nationale et a fait la promesse. Pendant le vote de cette loi-là, on ne nous a jamais dit qu'il y a eu des ressources qui ont été prévues pour porter les charges liées à l'augmentation ou à l'amélioration des salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de cet indice-là, on devrait savoir que, en fait, même s'il y aura augmentation de salaire, cela prendrait du temps. Ou bien on fait un collectif budgétaire, alors qu'il faut encore avoir de nouvelles ressources à justifier pour donc améliorer la loi des finances, ou bien on attend donc la nouvelle loi des finances 2023 et peut-être la promesse du chef de l'État ayant été faite avant 2022, on peut peut-être lui opposer que mais ce n'est pas à partir de 2023 qu'il faut commencer donc par appliquer la chose, qu'il faut remonter peut-être à 2022. Et je crois que c'est ce que les travailleurs devraient demander peut-être à leurs représentants, ceux qui ont le pouvoir donc de discuter directement de cette question-là avec le chef de l'État, les centrales, les confédérations syndicales représentatives qui ont été invitées. Et donc je crois que ce sont des éléments que les travailleurs devraient peut-être mettre à la disposition de ceux-là appelés à dialoguer avec le chef de l'État et attendre que cela arrive tôt ou tard. Très bien. Merci à vous pour ces éclairages. Oui, j'ai pas eu droit à un second tour de parole. Oui, puisque vous aurez à développer votre sujet. Allez-y. Non, moi je crois que... mais même une question que j'étais tenté de vous poser parce que j'ai voulu laisser les autres collègues réagir. Vous voulez dire, au regard de votre intervention, vous voulez dire que les autorités, le chef de l'État, la commission qui a travaillé, les ministres ont perdu du temps à travailler de façon régulière. J'ai jamais dit ça. Mais quand vous pensez que c'est du pipeau, c'est quelqu'un... J'ai jamais dit ça, puisque pour ma part, j'estime que les ressources sont là. On veut protester de la Covid, de la guerre en Ukraine et de tout ce que vous savez pour ne pas... Vous parlez des intentions. J'ai la parole. Pour ne pas honorer la promesse. Encore que ce n'est pas une promesse. Je crois que... Non, mais écoutez, allez lire dans les revendications des travailleurs, depuis Boniaï jusqu'à Patrice Talon, ça a toujours figuré. L'augmentation du salaire, du SMIC, c'est pas nouveau. Et donc, oui, c'est... Mais écoutez, non, mais c'est ça que je dis, mon frère. Et donc, même si on fait l'augmentation aujourd'hui, les travailleurs... Monsieur Dansou, je suis en train de surfer sur les propos de mon vis-à-vis Achille. Oui, les propos de... Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes. Dites-le de me laisser 30 secondes. Les propos de mon vis-à-vis qui estiment que les travailleurs n'ont pas demandé, non, que c'est une promesse du chef d'État, non. Ils ont demandé d'abord, avant que le chef de l'État lui fasse la promesse. Pour ma part, moi, je n'ai rien contre le fait qu'on augmente les salaires. Je crois que ça va impacter le quotidien de chacun de nous ici. On est d'accord? Bien sûr. Et donc, personne n'a obligé M. Patrice Talon à dire publiquement, je vais vous augmenter les salaires. Et quand il le fait, il doit honorer à sa promesse. C'est tout. C'est votre avis. De toutes les façons, c'est une promesse et le chef de l'État on attend. Et je voudrais vous dire que même novembre là, on prend date encore aujourd'hui, 1er mai, jour de son anniversaire, je me souhaite joyeux anniversaire par ailleurs.
ça ne sera pas réalisé. C'est votre avis de toutes les façons. Nous restons avec vous. C'est Javid Diébé. Vous avez voulu qu'on discute des échanges que le médiateur de la République est en train d'avoir avec les partis politiques. Vous demandez pour quelle finalité? C'était la question que vous vous êtes posée, le sujet que vous avez choisi. Exactement. Pour quelle finalité? Parce que quand on s'en tient aux derniers événements pré- et post-électoraux de 2019, de 2021, et avec les conséquences que cela a eu dans la vie de certains leaders de l'opposition, on se demande aujourd'hui, et surtout de la réaction du chef de l'État au lendemain, n'est-ce pas, de ces événements, on se demande aujourd'hui quel est le rôle du médiateur dans ce dialogue politique qu'il a entamé. Est-ce que c'est le chef de l'État qui lui a demandé ou bien c'est de son propre initiative? Si c'est le chef de l'État qui lui demande, je pourrais dire qu'on tend peut-être vers la décrispation de la crise politique sous les tropiques. Mais si c'est de son propre chef, alors je dis que c'est également de l'eau versée sur le dos du canard, parce que je voudrais paraphraser mon président de la République qui a estimé un jour, au lendemain de l'arrestation de M. Joël Aïvor et de Mme Ricky Amadougou, avec tous ceux-là qui entourent, après les violences post-électoraux de 2021, je le paraphrase, il disait ceci, accorder une loi d'amnistie, on l'a déjà fait, et on estime que c'est une erreur, le refaire serait une faute. Cette portion de phrase me dit qu'aujourd'hui, que le gouvernement de la République du Bénin est dans une logique de faire purger la peine, sinon la justice et le gouvernement sont dans la logique de faire purger la peine à ceux-là qui ont été condamnés par la criette. On est d'accord. Et donc, si... Oui, allez-y. Et si tel est le cas, au lendemain des sorties de différents partis politiques, on entend, la plupart estiment que pour des élections apaisées, il faut en tout cas, et consensuelles, en tout cas tout ce que vous savez, il faut la libération des détenus politiques, il faut le retour des exilés, ce que moi je trouve être, pour ma part, de l'utopie. De l'utopie en ce sens qu'on ne peut pas conditionner, la participation d'une élection à ces deux faits. Maintenant, il y a un troisième... Est-ce qu'ils ont conditionné? Non, ils n'ont pas conditionné. Est-ce que ça a été une condition? Non, ils n'ont pas conditionné. Voilà. Quand on sort, la plupart d'entre eux estiment que c'est ça. Même les partis politiques qui ont refusé autrefois d'aller à ce dialogue et qui se sont ravisés plus tard, je parlais du PRD et du Restaurer l'Espoir, ont également estimé qu'il faille aller jusque-là. Mais maintenant, il y a un troisième point sur lequel je suis d'accord avec eux, et c'est incontestable. C'est par rapport à l'élaboration de la liste électorale. Parce qu'aujourd'hui, de la manière dont cette liste-là est conçue, je crois qu'on n'est pas encore loin de retourner aux événements de 2021 et de 2019. Vous en êtes sûr? En tout cas. Monsieur Danso, votre réaction, de toutes les façons, votre réaction, Monsieur Danso, nous écoutons. On dit chez moi, il y a Godor. Et ouais, donc on ne refuse pas l'appel. C'est ça. Donc les partis politiques peuvent, je ne voulais pas dire ils doivent, peuvent répondre à l'appel du médiateur. Il s'agit de la médiation, qui est un mot de, je sais pas, mot de douceur, de conciliation, de prévention de conflits. Je pense que c'est dans cette logique que se trouve le médiateur aujourd'hui. Chacun dans son rôle. Il ne faut pas que le médiateur aussi chôme. Il faut... Excusez-moi de parler ainsi. C'est trop fort là. Oui, excusez-moi de parler ainsi parce que, honnêtement, pour être sincère de mon analyse, je ne vois pas l'impact de ce qui se fait actuellement avec le médiateur. Je ne vois pas l'impact, vraiment, il s'agit des acteurs politiques. Le médiateur même, il est un acteur politique, sinon il fut acteur politique, il sait comment ça se passe. Là-bas, c'est dans la jungle, là-bas, c'est je te pousse, je passe. Et quand, par rapport, sinon en prévention à un événement, quand il s'agit des élections, on dit, pour être parti politique, pour participer aux élections, il faut gagner les élections. Et pour aller aux élections, c'est les lois, c'est les conditions. Et aujourd'hui, c'est le code électoral qui pose, je ne sais pas, qui est un peu corsé. Parce que lorsque même vous allez aux élections, il y a un problème de quota.
ce qui n'était pas le cas dans le futur. C'est la grande contrainte aujourd'hui. Est-ce que ce que fait le médiateur, c'est pour dire aux députés de réviser le code? Si ce n'est pas ça, je ne pense pas que... Parce que ce qui propose, on sait désormais ce qui le chef de l'État a toujours dit, les questions qui fâchent. On sait ce qui pose problème aujourd'hui. Ce qui fait que des partis ont des difficultés à se faire représenter. On sait quel article de la loi dit ça. On sait ce qu'il faut faire. On a trouvé des solutions miraculeuses à des situations plus difficiles que ça. On a fait l'élection des maires ici. Et le matin, on a commencé avec l'ancienne loi. La loi interprétative. On a été bloqué, on est retourné, on a fait la magie et puis ça a marché. Donc on peut toujours... entre griffes, et ça a marché. Et donc, honnêtement, moi, je ne suis pas optimiste des vrais effets de ce que le médiateur entre. Peut-être, je veux vraiment que ce soit le contraire de ce que je pense qui arrive. Très bien. Si en rassemblant, et comme dans une église, les partis politiques et en faisant l'évangélisation, ça leur permet de mobiliser la masse pour être élu. Bon, moi, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Très bien. Non, mais, Monsieur Danso, je vous signale que le médiateur ne chôme pas. Le médiateur a ses attributs. Vous ne pouvez pas savoir quel nombre de dossiers, le nombre de dossiers que le médiateur a sur sa table, qu'ils sont en train d'étudier. De façon claire, parce que ces questions... Non, oui, vraiment. Et donc, c'est juste pour éclairer Monsieur Dansou, le médiateur ne chôme pas. Et puis, ce qui se fait, ce que le médiateur a initié, ça fait partie de ses attributs. Ah bon? Il peut être amené, le chef de l'État, il peut être amené à recevoir des instructions de l'autorité pour initier des actions. Peut-être c'est à cela que nous assistons. Est-ce qu'il a reçu des instructions? Est-ce qu'il a été... On n'en sait rien. Toujours est-il que, quoi qu'on dise, c'est une action que nous suivons de près, n'est-ce pas, Achille-Ossou? Ben écoutez, je ne ferai pas de la langue de bois sur la question. C'est cela. Je ne ferai pas de la langue de bois et contrairement à ce que vous pensez, je crois et je voudrais aller dans le même sens que M. Dansou pour penser que de ce que nous savons du fonctionnement et du médiateur, de cette institution, appelé médiateur de la République dans notre pays, que c'est lorsque un particulier a des problèmes avec une institution de l'État que le particulier peut solliciter, donc qu'on appelle la médiation de l'institution pour l'aider, pour lui faciliter donc les choses. Et nous avons vu ses prédécesseurs, en fait je veux parler des prédécesseurs de l'actuel médiateur de la République, prendre un certain nombre d'initiatives, mais c'est dans des crises patentes. Je veux parler par exemple de cette crise qui avait déchiré totalement l'église protestante, d'accord ? Mais, en fait, de mémoire d'homme, on n'a jamais vu dans une crise politique les médiateurs de la République réunir, qu'on appelle les acteurs politiques pour essayer de les concilier, Encore que la question qu'on devait se poser, qui a saisi le médiateur de la République? Est-ce que les partis politiques ont pris l'initiative de demander qu'on appelle la médiation du médiateur de la République dans les préoccupations qui les animent aujourd'hui? On se pose la question. On se pose vraiment la question et on a comme l'impression que le médiateur de la République a laissé ce qu'il devrait faire pour s'occuper donc de ce qui ne le regardait pas. Parce que nous voyons, et nous l'avons vu plusieurs fois, l'ancien Sénat, aujourd'hui c'est eux qui prenaient donc des initiatives de rencontrer les partis politiques dans les perspectives des élections pour s'entendre avec eux sur un certain nombre de dispositions de la loi ou la Cour constitutionnelle pour faire le travail. Mais le médiateur de la République, on ne l'avait jamais vu. Alors, bon, si cela peut être d'une certaine utilité pour le pays et pour la paix, ce serait tant mieux. Seulement que je crois, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'il y a encore beaucoup de dossiers sur lesquels le médiateur ferait mieux encore aujourd'hui de se pencher pour permettre aux citoyens d'avoir solution à leurs préoccupations. Non, je ne l'ai pas dit ici. J'ai dit il y a des dossiers sur lesquels le médiateur travaille. C'est comme M. Dansou a voulu dire que le médiateur chôme. Le médiateur ne chôme pas. Il y a des dossiers là qui travaillent. Mais ce que nous pourrons retenir, parce que là, on se souvient qu'à l'installation du médiateur, le président, dans son message,
a été clair, juste pour le paraphraser. Il a rappelé ce qu'il a à faire comme mission, mais les tests également le disent, l'invitent à lui demander d'autres services, d'autres actions sur le terrain. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment l'information, mais c'est sûr que le médiateur ne peut jamais prendre de telles initiatives de son gré si ça n'a pas été une instruction. Les tests ont été clairs. Il revient maintenant aux partis politiques qui ont répondu à son appel. Il y a déjà une première rencontre, il y aura certainement une deuxième. Il leur revient maintenant de venir et situer l'opinion publique parce qu'il leur dirait certainement dans quel cadre il a initié cette rencontre-là. Et je crois qu'il reviendrait aux partis politiques aujourd'hui, au sortir donc de cette rencontre avec le médiateur de la République, de venir à la face du monde pour nous dire ce qui sous-tend réellement cette rencontre-là. Très bien. Merci à vous. Nous allons évoluer encore quelques minutes à passer ensemble. Nous allons parler donc de l'ANIP. Monsieur Danso, vous avez voulu qu'on en parle dans quelques minutes. Merci beaucoup. Il s'agit de cette révolution dans l'identification des personnes en République du Bénin. Nous avons vu, il y a une phase qui vient de se terminer avec l'enrôlement au RAVIP pour les retardateurs. Des années juste là. La liste et la confection, sinon l'appurement de la correction de la liste électorale informatisée, qui est désormais confiée à une structure technique. Ce n'est plus comme avant où c'est des partis politiques qui envoient des représentants. Désormais, vous avez constaté d'une manière une unanimité autour, du moins les acteurs politiques se sont accordés, ils ont invité. Il n'y avait plus les erreurs du passé, que j'appelle erreurs du passé, où les partis politiques invitent leurs militants à rester loin de cette affaire-là, comme ça s'est passé avec l'Union fait la Nation. Dans l'autre temps là-bas, aujourd'hui, on a vu des acteurs politiques qui sont unanimes sur le fait qu'il faut aller se faire enrôler d'abord au RAVIP et pour la liste électorale, pour ceux qui ont l'âge de voter. Après cette phase, il y a eu même la date, à l'expiration de la date, il y a eu 2 prorogations. Après cette prorogation, maintenant, il y a une nouvelle phase qui est lancée surtout à l'intention des étrangers, des enfants et autres personnes. D'abord, il y a toujours des retardataires qui peuvent toujours se faire racheter parce que lorsque vous allez au niveau des postes de recensement et d'enregistrement, vous voyez la foule qui a eu, ça veut dire qu'il y a toujours le besoin. Donc, c'est le terrain qui a commandé et pour que l'ANIP soit avec le soutien d'une institution internationale, et je pense le soutien financier qui nous aide, et puis un peu partout, on peut toujours continuer à se faire recenser aujourd'hui, parce qu'au-delà de tout, c'est désormais un outil incontournable. Désormais, c'est de la biométrie, il s'agit, quand on vous prend, vous individus, on peut vous identifier. Peut-être ça va arriver à un moment donné, lorsque vous grillez un feu sur la voie, on peut toujours vous suivre et jusqu'à la maison, on peut savoir. D'une manière ou d'une autre, ça participe au développement, la discipline, et nous allons vers les normes modernes, comme le dit le chef de l'État. C'est dire que M. Danso a déjà pris des dispositions pour mobiliser les vôtres de la vallée pour qu'ils aillent sont encore... Les acteurs politiques le feront. Et nous le faisons en ce qui nous concerne à travers la presse tous les jours. On invite les populations à le faire, puisque d'une manière, il s'agit d'un devoir citoyen et pour être béninois. Sinon, dans quelques années, nous allons nous sentir isolés. Très bien. Oui, Serge. Il faut aller se faire enrôler, c'est tout. Il faut aller se faire enrôler, c'est important. D'abord, au-delà de l'aspect politique que doit être l'ANIP, en tout cas, l'enrôlement sur la liste électorale, d'abord, il y a déjà des papiers administratifs qui sont très, très indispensables pour le citoyen que nous sommes de demain. Moi, je ne fais pas de la langue de bois, j'en suis un exemple vivant. Hein. J'ai été... un exemple, en tout cas, en ce qui concerne mon jugement, mon papa, en tout cas mes parents, n'ont pas su faire ce qu'on doit faire. Grâce à l'ANIP, j'ai pu établir un passeport aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que c'est très important d'aller se faire d'abord, qu'on soit politique, de la mouvance comme de l'opposition, qu'on soit de la société civile, qu'on soit pour ou contre le chef de l'État. Il faut aller d'abord faire cela et après, on verra le reste. Très bien. Oui, Achille? Oui, je crois que le Bénin
à travers cet instrument-là, est en train de donner un très bel exemple. Un très bel exemple. M. Dansoa a dit tout à l'heure que même des étrangers peuvent se faire enrôler. Et effectivement, beaucoup de Nigériens viennent au Bénin pour se faire enrôler. Ça veut dire que au-delà de nos frontières, les gens ont même compris l'utilité et l'importance de la chose que nous-mêmes. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème, nous avons un problème de mentalité. J'ai comme l'impression que nous avons une mentalité pourrie par rapport à certaines choses. Et nous avons hésité. Pendant longtemps, on dit, oh non, mais c'est Talon qui a encore amené ça. C'est pour contrôler les prochaines élections. Mais quand les gens ont compris enfin que Talon a déjà fait 2 élections et que, en fait, ce n'est pas ça qui lui a permis de gagner les élections, on veut se rattraper maintenant. Je me réjouis que les partis politiques aujourd'hui puissent se mettre dans la danse pour faire sortir les populations, pour ratisser l'âge, pour permettre donc qu'on ratisse l'âge. C'est tant mieux. C'est tant mieux pour chaque parti politique et c'est tant mieux pour le développement de notre pays. Très bien. Merci à vous. Nous allons aborder le dernier sujet. 30 secondes. Oui. 30 secondes. Oui, oui, on invite les étrangers à se faire Non, on n'a pas les étrangers. Parce que quand il le dit, il dit les Nigériens, les consorts. Non, je voudrais, si c'était le cas, qu'on ne fasse pas les étrangers, nous mais assistons les Béninois vivant à l'étranger. C'est Il faut cette lever précision-là. Sinon, quand on le dit ainsi, on risque encore d'aller au scénario Wahala, lors des expansions, on risque également les étrangers qui vont voler sur. Bon, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas mal, peut-être mal cet aspect de la chose. Bon, c'est tant mieux, mais nous voyons quand même que les gens reviennent. Peut-être nos parents qui sont au Nigeria un peu partout, là, je suis d'accord. Pour revenir se faire enrôler. Oui. Bon, il y a même des structures dans ces pays-là pour les enrôler. Ceux qui ont la chance de rentrer au pays le font et puis c'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Si ça arrivera même que les étrangers se fassent enrôler, ils vont se faire enrôler comme étrangers alors. Forcément. Nous sommes en train d'évoluer. Mais d'abord, ce sont les Béninois qui sont concernés, je pense. Mais on a comme l'impression que M. Seydi Avidjemé est le gardien des partis politiques. Non, je suis aucun parti politique. Prévoyant le scénario à Wahala. Donc, ce à quoi nous n'avons même pas pensé parce que nous sommes en train de parler de l'outil de développement qu'est le RAVIP ici. Le RAVIP, très bien. Merci. Nous allons aborder le dernier sujet très rapidement avec vous, Serge. Le bureau exécutif de la FEBEFOOT est presque au terme de son mandat et vous voulez qu'on en parle très rapidement. C'est vrai que nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. 5 minutes, 7 minutes. Très, très rapidement, oui. Le bureau de M. Mathurin Téchacus arrive à la fin de son mandat en août prochain. Donc nous sommes à quelques 3 ou 4 mois de la fin de son mandat. Il est urgent aujourd'hui de faire le bilan avant les prochaines élections. Aujourd'hui, quand on voit l'univers du football béninois, en tant que Béninois, on peut être heureux. Contrairement à ce qui s'était passé sous les autres présidents, permettez que je cite Adjagodo, Anjorin et puis Arwambo-Ebla, Augustin. En tout cas, quand je dis par rapport, c'est qu'il y a une évolution. C'est ce que je vous l'ai dit. M. Téchacus, étant également ancien membre de ce bureau exécutif, a vu un certain nombre de choses par rapport à ce qui s'était passé. Oui, aujourd'hui, nous avons eu zéro crise au sein de cette fédération-là pendant 4 ans. C'est à son actif. Même si aujourd'hui, les mauvaises langues estiment que c'est quelqu'un qui l'a mis là et donc il ne saurait avoir de crise. Même si, ce que moi je n'ai jamais su, le monsieur Hundéion Philippe est membre de ce comité exécutif. Ça a été, moi j'ai été étonné en tant que journaliste sportif, je n'ai jamais su cela. Mais je l'ai su. Et donc, aujourd'hui, est-on satisfait du bilan de Téchacus? Si les autres étaient médiocres, lui, c'est passable. C'est passable parce qu'il y a encore des choses à faire. Oui, il y a des choses à faire, beaucoup de choses. Il y a un championnat régulier qui est fait. Il y a les clubs qui jouent. On sent également aujourd'hui de l'amélioration au niveau de la prestation des joueurs, un certain nombre de choses. Les salaires qui sont payés, même s'il y a encore des récalcitrants dans les rangs, il faut essayer de les dégager. Est-ce qu'il faut les Oui, parce que les présidents des clubs qui ne veulent pas payer les joueurs, il faut quand même les désigner. Maintenant, aujourd'hui, quand on finit, monsieur Ronsa, il n'y a que... Je suis déçu de 2 aspects au niveau de cette fédération. D'abord, au niveau de la direction technique nationale.
Monsieur Gougnon a été mis. Nous n'allons pas citer de Non, nom. mais c'est le directeur technique national. Nous n'allons pas, Bon, en tout cas, nous n'allons pas le directeur technique créer de national tension. a été, monsieur, Nous le n'allons directeur pas a été créer nommé. de tension, monsieur Serge. Non, je ne veux S'il pas. vous plaît, Je ne veux vous pas. avez été déçu Oui. jusque-là. Bon, permettez que je finisse rapidement. Très rapidement, s'il vous plaît, parce que nous n'allons pas créer de le polémique, directeur s'il vous plaît. technique national a été nommé, mais il n'a pas fait son travail depuis 3 ans. C'est une déception. On est d'accord. Ensuite, on a vu un championnat qui est organisé par la fédération et on constate que c'est 34 clubs, 36 qui animent ce championnat. Il n'y a jamais eu de descente en deuxième division ni de montée. Et quand on finit la première phase, on dit Est-ce que vous maîtrisez correctement le mécanisme? Moi, je maîtrise, c'est pourquoi j'en parle. Très bien. C'est pourquoi j'en parle. Quand ils font d'abord une phase zonale, en tout cas, il y a 4 zones, et quand ils finissent les zones, maintenant, les 4 meilleurs jouent maintenant ce qu'on appelle la Super League. Cette Super League, c'est pour 4 personnes, c'est pour 16 équipes, et le reste joue la Ligue Pro. Mais ceux-là qui jouent la Ligue Pro ne montent pas et les autres ne descendent pas. C'est ça qui. Nous aurons le temps à mon de niveau. revenir là-dessus, Exactement. Serge Avidieme. Mais en 15 secondes, monsieur Dansou, votre avis sur la fin du mandat, presque la fin. Comme vous l'avez dit, nous avons tout le temps, on aura à en parler avant août prochain. Je préfère alors dire mon mot de fin en souhaitant bonne fête à tous les travailleurs du Bénin, en souhaitant joyeux anniversaire au chef de l'État, M. Patrice Talon, et en souhaitant joyeux anniversaire à ma fille. Pamela, qui fête son Merci anniversaire à vous, chers collègues. Achille Woussou, éditorialiste, journaliste à Guérit Il TV a envie de Monde. parler du sport là. Non, mais, Nous ne sommes pris par le temps, malheureusement. Il y a le signal. Le signal de fin, oui. Voilà. Achille Woussou, Donc, merci d'être là quand même. Non, mais c'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je crois que nous aurons encore le temps Le pour temps. revenir. C'est le sport et la FEBEFOOT Très bien. à Merci finir son beaucoup. mandat. Merci en août. beaucoup. Merci On beaucoup, aura peut-être Serge. l'occasion. Merci beaucoup à Merci. vous, Achille Woussou. Serge Avidieme, merci. Grégoire Dansou, directeur de publication du Grand Quotidien. Merci d'être passé, échangé avec nous. Merci à vous.